Je pense bien qu'il Bonjour. est effectivement l'heure de notre webinaire. Donc, nous allons commencer ce... Il attache le micro. Oui, allô, vous m'entendez? Yes. Merci. Bien. Ok, donc nous allons commencer notre webinaire et je vais me présenter. Je suis Nadège Kofi, la directrice de publication du métier en ligne Afrique Économie basée à Abidjan. Je suis de Monsieur Pan. Je suis ravie de vous accueillir à ce deuxième webinaire de l'année consacré à un sujet aussi stratégique que sensible, l'épargne en Afrique. Aujourd'hui, sur notre continent, plus de 60% de la population adulte n'a pas de compte bancaire. Et selon la Banque mondiale, seulement 16% des Africains épargnent de façon formelle. Pourtant, l'épargne est un outil puissant. Elle renforce la sécurité financière, soutient l'investissement local et contribue au développement économique. On dit souvent que l'Afrique est le continent de l'avenir, mais cet avenir se prépare dès maintenant, avec une meilleure culture financière. Même avec de faibles revenus, il est possible d'épargner agressivement. Certaines études montrent que les ménages qui épargnent régulièrement ont jusqu'à 40% plus de chances de sortir de la précarité à long terme. À travers ce webinaire, nous verrons pourquoi il est important d'épargner et comment s'y prendre concrètement. Nous analyserons les freins psychologiques et culturels qui nous empêchent parfois d'épargner et nous découvrirons des solutions innovantes offertes aujourd'hui par les banques, les fintechs africaines et les systèmes d'épargne communautaire. Pendant plus d'une heure de temps d'échange avec des experts de la finance en Afrique, notamment une experte de la Côte d'Ivoire, un expert du Burkina Faso, un expert du Mali, deux experts du Bénin et un expert de la Mauritanie, nous pourrons apporter des réponses pratiques à cette thématique. Je vous informe aussi que aux participants, ils auront la possibilité de poser des questions par message et nous aurons la lourde tâche de répondre à leurs préoccupations. Donc, nous allons commencer notre conférence, notre panel. Et je vais d'abord donner la parole à tout un chacun d'entre vous, les panélistes, de vous présenter de façon brève, 2 minutes maximum. Je laisse la parole à Madame Djirebo, si elle est connectée. Comme c'est la seule femme parmi les panélistes, qu'elle se présente d'abord et puis les autres vont suivre après. Merci. Ok, merci Madame Kofi. Je suis Colombe Djirebo, cofondatrice d'une start-up ivoirienne qui s'appelle Smartfin Patrimoine. Nous aidons en fait les salariés ivoiriens à lutter contre la précarité financière. Nous avons lancé une application nommée Smartfin App qui permet de budgétiser, d'épargner et de pouvoir investir. Et à côté, on propose aux paniers personnalisés. Voilà ma petite présentation. Merci. Merci Madame Djirebo. Donc, je laisse la parole à Ben du Mali qui va se présenter. Merci Nadège. À la suite de Madame Djirebo, je suis Abdourahmane Benjeloun, donc je suis directeur en clientèle des particuliers professionnels à AFG Banque Mali. Je cumule 15 années d'expérience dans le domaine bancaire, notamment dans la gestion des risques de crédit, dans le contrôle de la surveillance, du monitoring, et depuis quelques années maintenant au niveau de la direction commerciale. Alors, je me permets aussi de présenter rapidement AFG Group, qui est une holding financière panafricaine qui opère dans le domaine bancaire, également détentrice des filiales Banque Atlantique, qui aujourd'hui a repris un certain nombre de filiales au niveau Afrique, des groupes comme BNP Paribas qui se sont retirés. Et donc, c'est une holding qui évolue dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'investissement, et qui a été créée par l'homme d'affaires ivoirien, M. Koné Dosangui. Donc, on est présent en Afrique de l'Ouest et centrale, et également dans l'océan Indien, à Madagascar et aux Comores. Voilà. Merci. Merci. Je donne la parole à M. Diagana de la Mauritanie. J'espère que vous m'entendez. Oui, Bonjour on vous entend tout le monde. C'est M. Aboubakar Diagana.
Je suis directeur des affaires sociales à la Banque centrale de Mauritanie. Bon, j'ai 4 ans d'expérience donc à la Banque centrale de Mauritanie. Donc, j'ai occupé plusieurs fonctions. Et là, je suis, comme je le disais tout à l'heure, aux affaires sociales. Et je suis en charge de la gestion aussi de la retraite complémentaire, des fonds de retraite complémentaire de la Banque centrale. Merci. Nous passons la parole à M. Assobaou du Bénin. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Je suis Justin Togla Assogbaou. Je suis chef service contrôle de gestion à l'ONIP. Et parallèlement à mes fonctions actuelles, je suis enseignant de microfinance. Merci. 17 années de finance professionnelle. D'accord. Merci, monsieur Assobaou. Nous laissons la parole à monsieur Koulibaly du Burkina Faso. Merci. Bonsoir à tous. Nabi Issa Mali, président du cabinet Capital Plus, une agence spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des personnes sur le chemin de l'excellence à travers donc des services d'assistance technique sur la branche finance, sur la branche de la vie et sur la branche également des affaires. Après donc une quinzaine d'années d'expérience professionnelle dans le secteur bancaire, Banque agricole et commerciale du Burkina, Ecobank, la Poste, ex-Sonapost. Depuis 3 ans maintenant, le cabinet est là et accompagne donc les chefs d'entreprise dans la restructuration et dans la préparation de la croissance dans leur activité. Par moment, nous conseillons aussi dans les activités des entreprises financières. À ce titre, nous avons aussi publié en 2021 un livre qui a pour objectif donc de démystifier la banque auprès donc des clients et aussi permettre donc aux professionnels de la banque et ceux qui veulent y entrer dans le secteur de disposer des outils de base pour préparer donc leur carrière. Voilà un peu ce que je peux dire maintenant. Merci. Merci à tous les panélistes qui ont pu se présenter de façon brève. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. La première question va... Oui? Je pense que tu as oublié un panéliste. Monsieur Togbe, excusez-moi. C'est vrai. Je ne vous vois pas connecté, donc ça m'a échappé. Donc, les excuses, je laisse la parole à Béni. À la suite de M. Togla, je suis Franck Togbe, spécialiste des banques et des assurances. Je réalise au plan professionnel une vingtaine d'années d'expérience pour avoir longtemps travaillé dans les banques avant d'assurer depuis quelques années le poste de DG de AFG Assurance Bénin. J'ai l'avantage de partager le groupe, d'être membre du même groupe que Ben, qui a suffisamment parlé de notre groupe AFG, qui est un groupe panafricain, qui opère dans les banques, les assurances et l'agro-industrie, la microfinance. Aujourd'hui, sur le Bénin, AFG Assurance Bénin Vie est une compagnie qui est essentiellement orientée pour la protection des familles, avec une trentaine d'années d'expérience et d'activité sur le marché. Voilà ce que je puis dire pour vous donner une idée de ma personne et de l'entité dont j'ai la charge à date. Je vous remercie. Merci, M. Toubé. Toutes les excuses encore. Il n'y a pas de quoi. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la première question qui sera posée pour nos panélistes, c'est de d'abord définir ce que c'est que l'épargne. Pour chacun de vous, qu'est-ce que l'épargne? Je vais commencer par M. Ben du Mali, qui va nous donner la définition de l'épargne. Merci Nadège pour l'honneur de débuter. L'épargne n'est rien d'autre que la part non consommée du revenu d'un agent économique qui est employé notamment pour des besoins ultérieurs pour constituer un capital. Et on peut définir l'épargne aussi comme étant une action de mettre en réserve, donc de mettre de côté des sommes d'argent qu'on ne dépense pas, bien sûr toujours en prévision de besoins futurs. De façon assez simplifiée et simplette, voilà comment on peut caractériser l'épargne. Merci.
Je laisse la parole à M. Nabi Koulibaly du Burkina Faso pour nous donner sa définition. Merci bien. Ce qui vient d'être tout à l'heure est assez clair et est commun. Ce que je voulais ajouter, c'est juste dire que l'épargne aussi, c'est accepter de ne pas dépenser aujourd'hui pour vivre demain. La capacité à retenir aujourd'hui pour demain, c'est ça l'épargne. Au-delà de la définition, la proportion de revenus qui n'est pas dépensée, si nous voulons apporter notre perspective, notre point de vue, c'est aussi la capacité de la personne, bien sûr, si nous sommes avec les particuliers, de résister, de s'abstenir, de dépenser aujourd'hui pour une meilleure vie demain. C'est ce que je peux apporter comme complément pour ne pas répéter ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Voilà ce que je peux ajouter. D'accord, merci. Monsieur Diagana, quelle est votre définition de l'épargne? Oui, moi, je m'en tiens vraiment à la définition économique, qui est la part du revenu qui n'est pas consommé. Mais vraiment, à mon ami Issa Koulibaly, la capacité, moi, à la base de capacité, moi, je dirais les efforts. Les efforts qu'une personne peut consentir pour essayer de constituer un capital qui peut servir à des besoins divers, comme par exemple l'investissement, comme une consommation future, etc., etc. Donc voilà. Merci. Je donne la parole à M. Togbé pour sa définition de l'épargne. Merci Nadège. Je m'aligne totalement sur les définitions données par mes prédécesseurs. De façon simpliste, comme le disait Ben, l'épargne, c'est la part de revenus non consommés. Nous la voyons comme aujourd'hui levier dans le sens aussi bien pour les ménages dans la perspective de pouvoir réaliser des besoins ou des objectifs futurs. Voilà le complément que je peux faire pour la définition de l'épargne. Merci. Merci, M. Togbé. Je laisse la parole à M. Assobaou qui va nous donner sa définition de l'épargne. Merci beaucoup, madame. Merci aux intervenants. Je ne vais pas répéter les uns les autres, mais pour renchérir un petit peu, pour apporter mon cancel, je peux dire que l'épargne est l'ensemble des dépôts au niveau des institutions de microfinance et des banques. C'est aussi la somme d'argent que l'on décide délibérément de soustraire du circuit formel, du circuit financier. C'est aussi épargné, parce qu'il y a plusieurs sortes d'épargne formelle et puis l'épargne quand elle devient informelle, c'est informel, c'est genre une théorisation de l'argent qu'on peut doter à la maison comme une tontine. J'ai juste renchéri ce que les uns et les autres viennent de dire. Merci. Merci. Donc, la deuxième question va revenir à Madame Djeribo. Et cette question, c'est quelle est votre analyse sur la culture de l'épargne en Côte d'Ivoire? Madame Djeribo. Merci Madame Kofi pour la question. Je dirais aujourd'hui que en Côte d'Ivoire, de plus en plus les gens commencent à penser à l'épargne. Au départ, quand nous on commençait à parler, on commençait à communiquer dessus. On va constater qu'il y a des personnes qui le faisaient, mais c'est pas le faisaient. Au niveau de leurs épargnes, forcément, il fallait avoir de l'épargne. Les gens ont tendance à rapidement, dans la recherche du développement de leur patrimoine, en se disant, ça va me faciliter la tâche. Donc, on va se dire aujourd'hui, avec le niveau d'éducation qu'il y a au niveau du pays, avec les banques qui communiquent suffisamment sur le fait qu'il faut des objectifs avec les microfinances et la dynamique qu'il y a de l'écosystème, fait qu'aujourd'hui, il est de plus en plus courant d'entendre des personnes parler d'épargne. Il y a aussi la venue des fintechs tels que nous, Jamo et Push, tels que des nouvelles fintechs qui existent, qui permettent de pouvoir collecter l'argent de l'épargne en dehors des canaux classiques que nous connaissons, qui sont les banques et les microfinances. Donc, c'est autant de moyens qui facilitent l'épargne et qui permettent à beaucoup plus de personnes, des personnes surtout qui ne sont pas bancarisées, de pouvoir aujourd'hui. Donc, voilà un peu.
D'accord. Merci, Madame Girebo, pour votre réponse. J'ai la parole à Monsieur Nabi Koulibaly du Burkina Faso. Et sa question sera, selon votre expérience dans le secteur privé, quelle innovation ou produit financier attire le plus les épargnants au Burkina Faso? C'est une question assez large comme il faut dire que sur le marché, jusqu'à présent, selon les chiffres qui sont disponibles, c'est le compte des banques bancaires et à la poste qui suscite beaucoup plus l'épargne des ménages. À titre d'exemple, en 2024, le montant total disponible dans les comptes d'épargne bancaire, c'est tout de 1310 milliards de francs CFA. Ça représente à peu près 18% du montant total des dépôts au sein de ces banques-là. Il y a eu une légère augmentation de 2-3% entre 2024 et 2025. Parce que les gens sont attirés par la proximité. Premier critère, la proximité. Deuxième critère, la sécurité. Et troisième critère, la rentabilité. Et quand vous regardez sur le marché, ce sont les banques qui sont les plus représentées un peu partout au Burkina Faso. Ensuite vient donc les réseaux postaux qui est aussi bien disponible sur tout le territoire. Donc avec ces deux partenaires déjà, il y a suffisamment d'épargne qui sont collectés. Alors par la suite, vous avez et aussi les nouveaux prodigieux qui en fait collectent simplement, mais les reversent forcément dans cette structure, soit la poste, soit les SFD, les microfinances, ou donc au niveau donc, de la banque. Donc, ce sont ces éléments-là que je vais apporter comme réponse. Maintenant, il y a un autre facteur aussi extrêmement important qui, quand nous parlons de, il n'est pas toujours relevé. Parce que nous avons tendance à mesurer l'épargne. Pourtant, c'est un paramètre difficile à mesurer. Parce que je suis convaincu que toute personne épargne. La question est de savoir jusqu'à quelle durée, quel est le terme de son épargne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis nos grands-pères, nos arrière-papas, tout ça, ils ont toujours épargné, mais pas forcément à la banque. Les gens épargnent souvent dans les cantines, à côté dans le quartier. Les gens épargnent en achetant un parcelle. Les gens épargnent en ouvrant un petit restaurant au bord de la route. Tout ça fait partie des épargnes qui sont difficiles à mesurer. Si nous pouvions mesurer cela, ça risque d'égaler pratiquement ce que nous avons dit tout à l'heure au niveau donc, des banques, du circuit postal, au niveau des systèmes financiers analysés. On n'a pas de chiffres là-dessus pour mesurer cet impact. Je pense que c'est extrêmement important. Qu'est-ce que je peux dire en attendant? Merci, merci, Monsieur Koui. Je pose une question à Monsieur Togbé et sa question sera: comment les jeunes peuvent-ils être encouragés à adopter l'épargne régulière dès le départ de leur carrière professionnelle? Merci Nadège. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais quand même dire un peu sur le développement par mon qui, sauf à me tromper, a posé la problématique de la mesure de l'épargne. Et dans son développement, il disait aussi que de son point de vue, tout le monde épargne. Je ne partage, ou plutôt je partage partiellement son développement en me disant déjà que au regard des réalités africaines et de comment est-ce que nous, en tant qu'experts, aujourd'hui, nous percevons nos clients, comment est-ce que nous avons des difficultés à pouvoir accompagner nos clients, je pense que tout le monde n'épargne pas. Nous avions défini de façon simpliste l'épargne comme le revenu non consommé. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, vous avez majoritairement des ménages qui ont des consommations au-dessus de leur revenu. Donc, c'est déjà très difficile de parler d'épargne pour ces personnes qui n'ont pas non seulement la culture de l'épargne, mais qui n'ont pas eu la chance, peut-être à date, de rencontrer des gens qui leur parlent de l'éducation financière, qui leur parlent de l'épargne. Et donc, aujourd'hui, pour ces personnes, elle constitue en fait, je vais dire, un frein à l'épargne, à la capacité de mobilisation dans nos États.
Après, nous avons ceux qui font des efforts d'épargne. Alors, ceux qui font des efforts d'épargne, il y a la crise de confiance qui fait que, bien qu'ayant pris la résolution de mettre une part de leurs revenus de côté, ils sont plus enclins à investir de façon immédiate ou à court terme sur divers véhicules, je vais dire plutôt divers projets, mais qui soient à leur portée. Je parle surtout des ménages qui préfèrent investir de façon immédiate sur le secteur de l'immobilier au détriment des secteurs classiques tels que la banque, les assurances, les microfinances qui, à tout le moins, leur confèrent quand même des rendements. Ils nous diront bien évidemment qu'il y a la spéculation des investissements qu'ils font dans l'immobilier parce qu'ils anticipent sur une fluctuation, une augmentation des prix dans le secteur de l'immobilier et donc ils espèrent pouvoir réaliser un rendement meilleur. Et ça, il y a l'imprévu. Nous parlons des projets. Il faut voir que nos populations doivent pouvoir partager les détails sur les véhicules, aussi bien le secteur immobilier, mais les canaux classiques, le secteur des finances, au niveau des véhicules financiers, mais qui pourraient permettre, n'est-ce pas, de mettre à l'abri des situations de vie et ou des réalisations de projets sur lesquels ils pourraient à l'avenir être confrontés à la difficulté de réalisation des biens sur lesquels ils auraient investi leur épargne. Alors, pour venir à la question que vous m'avez posée, pour ce qui concerne la jeunesse au Bénin, aujourd'hui, nous pensons que les choses évoluent énormément et c'est justement parce que les jeunes comprennent beaucoup plus l'importance de l'épargne, grâce notamment à la communication, parce qu'il faut l'admettre, ces dernières années, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a l'émergence de la communication et donc les jeunes, à travers les TIC, s'informent beaucoup plus sur l'importance d'épargner. Sur le marché béninois, vous avez par exemple des jeunes qui, à travers des forums tels que nous sommes en train de le faire, à travers des communications sur l'entrepreneuriat, à travers diverses séances de sensibilisation, prennent déjà le pas depuis l'université. Ce n'est pas encore à hauteur de ce que nous espérons, mais l'état d'esprit change. Et donc pour nous, c'est un bon départ, c'est une bonne avancée. Nous espérons pouvoir réduire la crise de confiance entre les établissements financiers de façon générale, tels que banques, compagnies d'assurance, SFD, parce que vous avez nombre de ces populations qui aujourd'hui ne font pas encore totalement confiance à nos institutions. Et donc, à partir de cet état d'esprit, nous espérons pouvoir l'inspirer confiance et les amener, bien évidemment, à épargner. Dans la communication ordinaire que nous faisons, j'ai coutume à souvent dire dans mes interventions que la retraite, par exemple, se prépare dès la prise de fonction. C'est amener, par exemple, le jeune à comprendre que depuis ses allocations universitaires déjà, il faut qu'il prenne des dispositions pour épargner en vue de pouvoir concrétiser peut-être un projet entrepreneurial, peut-être pour anticiper sur la réalisation d'un bien qui est utile, un immobilier par session ou peut-être d'acquisition de biens à la consommation. Ce n'est pas à date la priorité, mais ce serait déjà bien que pour ces jeunes, nous ne commencions pas leur inculquer dans le mind l'obligation d'épargner. Et la chose a commencé sur le Bénin en tout cas. Notre défi pour l'instant, c'est beaucoup plus les jeunes et les populations en milieu rural. Nous travaillons beaucoup à travers des partenariats stratégiques, notamment avec Monsieur Togo, il vous reste juste quelques secondes pour avoir... avec les opérateurs GSM, merci Nadège, les opérateurs GSM et les SFD pour atteindre
ces populations qui sont en milieu rural également. J'espère que dans la suite des échanges, nous pourrons développer tous ces aspects-là à travers des questions qui certainement tourneront également autour de ces aspects. Merci. Merci, Monsieur Touré. Je vais poser la question à Monsieur Diagana de la Mauritanie. Quel rôle joue la Banque centrale dans la promotion de l'épargne nationale et la stabilité financière du pays? Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, avant d'entrer dans le vif, j'aimerais revenir un peu à ce que nos camarades du Burkina Faso et du Togo ont dit par rapport à l'épargne. Pour ce qui est de la Mauritanie, donc ce que je peux dire, nous avons une particularité. Une particularité parce que il y a quelques années de cela, quand on a voulu faire une politisation. La conclusion, c'est qu'on a constaté que le coût du Mauritanien est. Pourquoi? Parce que le Mauritanien, quand on a été étudié le thématique du Mauritanien, donc on s'est rendu compte que le Mauritanien, dans sa consommation journalière, établit une certaine relation très liée, très amicale entre lui et la personne qui lui procure les produits. Donc, ce qui fait que quand cette relation-là s'établit, bon, je ne sais pas si vous avez un peu visité la Mauritanie, nous avons beaucoup de boutiques, ce que nous appelons les boutiques de coin. Voilà, c'est là où généralement les Mauritaniens s'approvisionnent. Donc, avec le boutiquier, donc il y a une relation qui s'établit. Même parfois, on va en ville, on laisse les enfants avec le boutiquier, donc, etc. Donc, ce qui fait que le boutiquier, c'est qui fixe les règles de transaction, les prix. Donc, à la fin du mois, donc, on nous présente le carnet. Donc, nous n'avons même pas le temps de savoir est-ce que le monsieur nous a facturé une miche de pain à 100 ou à 150 etc., etc. Donc, on devient du coup des consommateurs. Et ça agit en fait sur le niveau des prix. Donc, ça, c'est le comportement type du Mauritanien. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la Banque centrale, donc on a constaté depuis plusieurs années que le taux de bancarisation n'augmentait pas. Parce qu'actuellement, le taux de bancarisation tourne autour de 21 jusqu'à 25%. Ce qui est trop faible par rapport au taux que nous constatons dans certains pays. Donc, la Banque centrale, étant la tutelle des banques communes, donc, a mis en place une stratégie d'inclusion financière et juste après, une stratégie nationale d'éducation financière. Donc, depuis qu'on a commencé à mettre en place cette stratégie d'éducation financière, donc, il y a des améliorations par rapport même à l'accès au monde de la finance. Donc, il y a des communications, comme disait tout à l'heure notre ami du Togo. Donc, on a fait une large communication dans toutes les langues nationales sur l'importance d'accéder au circuit financier, avec toutes les facilités qui sont mises en place. Donc là, nous voyons vraiment que même au niveau des populations rurales, les gens commencent en fait à s'intéresser. Et avec aussi l'avènement des plateformes de paiement mobile, donc on voit que vraiment la population répond positivement à ces nouveaux outils de la finance-là. Et au niveau même de l'épargne, il y a quelques années, l'épargne était très faible. Donc, l'épargne comparée au dépôt dans les banques, ça s'établit actuellement en juin 2025 à 7%. Donc là, ça va par rapport aux années précédentes. Et je pense que la mise en place de cette stratégie nationale d'éducation financière là va permettre en fait d'améliorer, n'est-ce pas, ces taux dans les années à venir. Merci. Merci, M. Diagana. Je vais poser la question à M. Ben du Mali. Et la question est la suivante. Quel obstacle observez-vous chez les particuliers et professionnels lorsqu'il s'agit d'épargner au Mali? Merci pour la question. Elle fait écho à un certain nombre de choses qui ont été dites par mes prédécesseurs
dont mon frère Toubé également aussi parlait, la difficulté d'épargner, parce qu'effectivement, tout le monde n'épargne pas en Afrique, surtout pour la réalité de ce que nous vivons au Mali. Il faut savoir que c'est un pays globalement où près de 43%, voire 44% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc à partir de là, il faut comprendre que une grande majorité de la population essaie déjà de pouvoir subvenir aux besoins primaires de base plutôt qu'à songer à demain. Donc les gens vivent plus au jour le jour qu'autre chose. En parlant de cette frange de la population qui aujourd'hui est en capacité d'épargner, ce que je peux dire aussi, pour toujours resituer dans le contexte du pays dans lequel je suis, l'épargne malienne est une épargne qui est assez informelle. Donc, on regarde les indicateurs de la Banque centrale et on se rend compte qu'au niveau des banques, nous arrivons à collecter ce que nous appelons la ressource, qui est l'élément principal pour nous pour travailler. On collecte pour ensuite faire des crédits et avoir des commissions. Cette épargne, certes, de plus en plus, on arrive par la proximité, par un certain nombre d'éléments, à pouvoir la capter. Mais il faut se rappeler qu'au niveau du Mali et dans les pays sahéliens en général, tout autour de nous, c'est culturel. L'épargne est informelle, parce qu'il y a deux types d'épargne. Il y a l'épargne formelle que nous arrivons à capter, qui peut être mesurée, et il y a ce qu'on appelle l'épargne informelle, qui rentre dans les réseaux, qui est thésaurisée, ou qui passe via ce que nous appelons les tontines. Alors, les difficultés sont celles-là. Les difficultés pour eux sont d'arriver à avoir accès à cet argent-là à tout moment, une certaine disponibilité, une certaine proximité, mais aussi de pouvoir réaliser les projets pour lesquels ils ont épargné. Ce sont ça les besoins essentiels pour eux. Et ces besoins, aujourd'hui, ne sont pas forcément remplis. Je vois que Mme Diribo est parmi nous, ça me fait plaisir, parce que l'avenir, c'est cette association avec les FinTech. C'est qu'aujourd'hui, le cueil, il est là. Les banques ont leur réseau physique qui va rester forcément limité. On a vu que le taux d'inclusion financière a été multiplié par deux pays et globalement en partie UMOA, justement grâce à l'apport des FinTech et des grands telcos, entre guillemets, des grands groupes, et grâce au mobile banking. Donc, les solutions aujourd'hui, les difficultés qu'ils ont, c'est que nous, acteurs dans le milieu de la finance, nous n'avons pas forcément la proximité, nous n'avons pas forcément la flexibilité, nous n'avons pas forcément les produits adaptés. Nous sommes encore dans quelque chose de très traditionnel aujourd'hui dans les banques. Ce sont les comptes d'épargne, les livrets d'épargne, les plans d'épargne, les dépôts à terme. Et si vous faites le tour de toutes les banques, vous verrez qu'on fait tous quasiment la même chose. À quelques subtilités près, AFG aujourd'hui fait un compte épargne plus qui est un peu plus rémunéré que le compte épargne habituel, propose d'autres solutions de rémunération de compte, mais on reste encore limité par notre présence géographique et sur la capacité à leur proposer des solutions intuitives, rapides et la disponibilité des fonds à tout moment, parce qu'on épargne certes pour demain, mais avec la possibilité d'avoir accès à son argent assez rapidement. Donc, que ce soit voilà, les professionnels, les particuliers, voilà les écueils qu'ils ont et les solutions que nous sommes en train de réfléchir à proposer avec l'apport des FinTech, comme je le disais tout à l'heure. Et pour ne pas faire de la publicité, on a un grand opérateur telco au niveau du Mali qui a plus d'une vingtaine de millions d'abonnés. On se rend compte qu'aujourd'hui, que les comptes de mobile banking valent 17 millions, par exemple, au Mali. C'est énorme pour une population de 23 millions d'habitants. Je vous laisse voir la capacité qu'ils ont à mobiliser. Et si aujourd'hui, nous arrivons avec nos solutions et leurs solutions à eux à trouver une certaine jonction, cela devrait permettre d'apporter ces solutions-là. Et vous avez parlé du régulateur au niveau de la Mauritanie, au niveau BCAO. Le régulateur s'implique vraiment à cette inclusion financière, à solution aux institutionnels, aux particuliers. Et d'ailleurs, il y a un projet d'interopérabilité qui a été lancé par la BCAO pour permettre à toutes ces plateformes de pouvoir, communiquer ensemble. Et c'est un projet majeur qui va pouvoir permettre d'augmenter les possibilités, les offres aux différents déposants, à ceux qui en ont la capacité. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, je m'en resterai, je vais m'en arrêter là jusqu'à avoir d'autres questions. Merci.
Merci. Merci, Monsieur Ben. Ma question s'adresse à Monsieur Assobaou du Bénin. La question est la suivante. Comment le secteur public peut-il contribuer à renforcer la culture de la société béninoise? Alors, vous dites que le public peut contribuer? À renforcer la culture de l'épargne dans la société. Merci beaucoup, madame. Et le secteur public, aujourd'hui, renforce sa capacité. Et pour ce qui est de l'épargne, nous ne pouvons tabler que sur l'épargne formelle en parlant du secteur public. Et là, il faudrait qu'on renforce l'institutionnalisation de l'épargne, la réglementation, parce que c'est le secteur public et tout doit être réglementé. Il faut aussi la sécurité de ces épargnes, parce qu'aujourd'hui, quand vous mettez votre argent dans une institution, c'est pour en avoir l'accès à vos besoins. Aussi, la rentabilité. Pour avouer qu'aujourd'hui au Bénin, l'épargne n'est plus seulement de l'apanage des institutions de microfinance et des banques. Il y a aussi les structures d'assurance qui essaient de récolter ou bien de collecter ces épargnes-là. Et surtout dans le secteur public, et ces structures d'assurance et banques font la cour aux agents publics et ils viennent dans les structures publiques pour leur demander d'épargner, comme l'a dit M. Tomé au départ, parce qu'un agent public aujourd'hui, quand il commence, c'est pour assurer ta retraite. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'argent que nous gagnons en tant que fonctionnaire, ce n'est pas le même revenu. Donc, ils essaient de coacher ces agents publics pour qu'ils commencent à épargner depuis le prix de service en mettant de côté ne serait-ce qu'une partie de leur revenu. Parce que si vous êtes actif, fonctionnaire, vous pouvez investir dans beaucoup de choses, mais in fine, à la retraite, vous n'aurez plus assez de ressources pour pouvoir assurer la continuité de ces investissements. Surtout les enfants. Il y a un plan aujourd'hui qui est développé au Bénin et peut-être je sais que ça doit être dans la sous-région. On essaie de faire un compte épargne pour chaque enfant en tant qu'agent public. Si vous en avez 5 ou bien 4, vous essayez d'ouvrir un compte épargne au nom de chaque enfant. Et avec le concours des banques, on essaie de faire une ponction à la source. Des banques qui fait la rétention à la source pour pouvoir constituer les réserves dont vous en aurez besoin après pour à ce que l'avenir de l'enfant, ça peut être sur le plan éducatif ou préparer un projet pour l'enfant. Ouais. Donc, après ça, nous pouvons parler de la sécurité financière pour l'épargne formelle. Et cela constitue des réserves imprévues et on sait aussi les risques financiers. Mais tout ça se base sur une bonne planification parce qu'il faut en avoir assez avant d'épargner. Si vous êtes un agent public et que vous êtes à un net de 200 000, par exemple, 200 000, vous avez jusqu'à un plan de 90 000, il vous soit difficile d'assurer la continuité il vous soit difficile de survivre tout au long du mois. Donc, c'est en fonction du revenu de l'agent public qui souscrit au plan d'épargne. Il y a aussi l'accès à des produits financiers, surtout au niveau de l'épargne formelle. Donc, les comptes épargne sont accessibles à tous, soit au niveau des banques ou au niveau des institutions de microfinance, et également au niveau de l'assurance. Mais à côté de tout ça, l'agent public peut aussi faire des tontines de façon informelle. Faire des tontines, là, ils s'entendent, on peut le faire entre collègues, on s'entend et à chaque fois, on essaie de faire, on essaie de déposer un peu sous pour que
qui finit peut-être à la fin de l'année, on peut répartir pour faire une bonne fête. Donc, Vous l'argent avez public là, quelques secondes pour terminer, s'il vous plaît. vous dites? Je dis, vous avez juste quelques secondes. D'accord. Donc, l'argent public a tous ces panels pour pouvoir épargner, soit au niveau du circuit formel ou au niveau du circuit informel. Mais ce qui est important ici, c'est le circuit formel, soit au niveau des comptes d'épargne, au niveau des institutions de microfinance ou au niveau de l'assurance. Tu vois un plan d'épargne. Merci. Merci. Nous continuons encore nos échanges. Et là, je vais m'adresser à Madame Djirebo de la Côte d'Ivoire qui va essayer de nous donner des solutions que son entreprise propose pour encourager l'épargne chez les jeunes et les femmes. Je crois bien que son entreprise, c'est une entreprise qui s'étend à tout le public sur le continent africain. Donc, elle sera mieux placée pour nous présenter les solutions que l'entreprise propose au niveau de l'épargne. Merci. Ok, merci pour la question. Aujourd'hui, nous essayons surtout de pouvoir parler d'épargne dans un langage hyper simple et surtout différent de ce que les banques ont l'habitude de faire. Parce que l'objectif, c'est de faire ici en sorte que les gens puissent comprendre pourquoi ils doivent épargner. S'il s'agit de leur dire, venez épargner juste pour épargner, il n'y a pas de motivation derrière. Et là, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on est sur ces créneaux-là ou sur les réseaux sociaux. On réussit à utiliser un mot vraiment ivoirien. On a créé, moi par exemple, j'utilise le hashtag la Tantiani. La Tantiani parce qu'en Côte d'Ivoire, le groupe ethnique est réputé pour être avare. Donc, il ne s'agit pas ici de dire aux gens soyez avares, mais il s'agit ici surtout de pouvoir attirer leur attention. Donc, il y a des niveaux marketing, on a créé le mot damier activé et autres. Les Ivoiriens le comprennent. Les Ivoiriens le comprennent et on a constaté aussi que les pays, on va dire, autour comprennent ce qu'on essaie de faire. Donc, on essaie surtout de mettre en avant les conséquences de la mauvaise gestion de l'argent. Parce que les gens ne comprennent pas que dans le quotidien, plus je dépense et moins je peux épargner. Si j'arrive à maîtriser mon argent dans le quotidien, je pourrais mettre de l'argent de côté. Donc, on va forcément parler des conséquences, des difficultés que les gens ont, de la mauvaise planification de la retraite, épargner qui soit accessible à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout ce dont vous parlez là, c'est pour les riches, nous, on ne se sent pas concernés. Donc, on essaie de leur dire, épargner, c'est possible pour vous aussi, en fait. Parce que vous avez des besoins, vous avez des rêves que vous pouvez réaliser avec votre argent dans le quotidien. Donc, nous, SmartFin, aujourd'hui, on met en place des partenariats avec différents établissements. En ce moment, on a d'ailleurs un partenariat avec AFG Bank, la fondation AFG, où, par exemple, on accompagne, l'objectif de ce partenariat-là, c'était de pouvoir former les lycéens et collégiens de tout le pays sur le thème de la littératie financière. Donc là, c'est un partenariat qu'on a eu sur ce segment-là. On a lancé des produits avec différentes institutions financières, de sorte à ce qu'on puisse pousser des personnes qui ne sont pas forcément bancarisées aujourd'hui à pouvoir économiser, planifier leurs projets et autres. Donc tout ça, ce sont des actions à mettre en place pour pouvoir attirer et des personnes bancarisées, mais surtout des personnes qui ne sont pas bancarisées, à se réconcilier avec l'épargne, à être rassurées par le fait que l'épargne les concerne, mais on va épargner surtout ici pour pouvoir investir. Donc, notre message est simple. Ton épargne d'aujourd'hui, c'est ton projet de demain. C'est ça la base, c'est ça la trame de notre communication en fait. Donc, je vais m'arrêter là. Tu peux continuer en attendant. Bon, ok, je pense que je vais continuer effectivement. Donc, comme j'étais en train de le dire, on est beaucoup présent aujourd'hui, on communique beaucoup plus sur les réseaux sociaux et puis on a déjà lancé un projet par exemple avec Laurence, on est en train de lancer un projet avec Leadway, un fonds commun de placement. On a différents projets avec lesquels on travaille avec les différentes institutions financières. Et sur LinkedIn, je suis présente, sur Facebook. Aujourd'hui, sur l'application, on a à peu près, on va dire, 30 000 utilisateurs.
000 utilisateurs avec 3 à 4 000 utilisateurs qui reviennent régulièrement. Donc, de plus en plus, les gens comprennent l'objectif de ce que nous faisons. Je le disais tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, il y a d'autres fintechs qui sont présents, qui essaient de se mettre un peu plus en avant dans d'autres pays, comme par exemple Diamo qui est en train d'arriver, qui est au Sénégal en ce moment. On produit en la bouche. Donc, le fait d'avoir ces fintechs-là permettent surtout de pouvoir collecter l'épargne sur différents canaux conventionnels. Je suis ici parce qu'on sait que l'épargne traditionnelle vient surtout des banques et des microfinances. Mais quand les fintechs rentrent en ligne de compte, je pense que les consommateurs, on va dire, sont un peu plus rassurés et sont un peu plus rassurés et sont un peu plus, en fait, j'ai envie de dire, compris. Parce que les gens n'ont plus envie forcément de partir vers les banques pour dire « Ah, je vais passer ma journée dans la banque pour pouvoir ouvrir simplement mon compte bancaire. » Donc, aujourd'hui, pour réussir à collecter, il faut qu'on fasse en sorte que la digitalisation dans tous les services puisse évoluer et pour qu'on puisse proposer des produits qui seront un peu plus adaptés au quotidien, on va dire, des jeunes ou de la population ivoirienne ou africaine aujourd'hui, en fait. Je laisse Madame Kofi reprendre ses rênes. Oui, je suis là. Il y avait un souci au niveau de... Ok, donc Madame Djiribo pour cette brillante présentation de votre structure avec les offres de services qu'elle propose pour les différentes personnes qui veulent épargner. Donc, ma question va s'adresser à Monsieur Ben du Mali et la question est la suivante. Comment la banque peut-elle se positionner comme partenaire de confiance face à l'épargne informelle? Quand on parle d'épargne informelle, je veux souligner que ce sont les tontines et les groupements. Donc, à ce niveau, comment la banque peut-elle se positionner comme partenaire de confiance? Écoutez, un certain nombre d'éléments de réponse ont été évoqués par mes prédécesseurs que je vais reprendre. Aujourd'hui, je l'ai dit moi aussi en début de parole, la grosse majorité de l'épargne au niveau du Mali est une épargne informelle, comme vous venez de le définir vous-même, et qui continue de passer par ces canaux-là de tontine qui marchent très bien. Et la nouveauté, c'est que de plus en plus, et Colombe Djiribo l'a dit aussi lorsqu'elle en parlait, c'est pas un problème de confiance, je dirais, envers nous, mais c'est le niveau accessibilité. Et quand elle parle aussi de compréhension, ils sont compris, c'est parce que le langage, comme vous l'avez dit, est simple. J'ai pas besoin d'aller signer 180 papiers, justifier de ceci, aller légaliser cela. C'est toute cette simplification-là qui apporte la différence aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le Mali, c'est l'un des tout premiers pays où le mobile money a été lancé avec Orange Money à l'époque. C'est le premier pays de la zone expérimentée. Et on disait le Mali, c'est un pays où les gens ne sont pas forcément alphabétisés. Et ce qui est étonnant, c'est que les records qui ont été atteints par cette population dite analphabète ou non alphabétisée sont incroyables. Et jusqu'à aujourd'hui, les scores sont vraiment au-delà de ce que nous-mêmes pouvons espérer. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? On ne peut pas changer certaines habitudes qui sont culturelles. Pour moi, les tontines vont continuer. Les banques, aujourd'hui, ce sera de savoir quel est le produit qu'on peut proposer comme des tontines en ligne, des tontines sous forme de compte, en groupement, qui soient accessibles à tout le monde et utilisables via le smartphone ou en accès sur la banque en ligne. C'est ce qu'on est en train de faire avec notre super app, c'est-à-dire avoir un environnement dans lequel nous arrivons à plugger un certain nombre de choses. C'est aujourd'hui, c'est là sur lesquels travailler pour pouvoir aller vers cette épargne informelle pour lui donner la confiance. Et pour lui donner la confiance, il faut aussi l'éducation financière. Et c'est ce qui manque dans nos pays. Il y a trop peu d'éléments d'éducation financière. Depuis le départ à l'école, on fait l'éducation civique et morale, on apprend beaucoup de choses sur le pays, sur un certain nombre d'éléments disciplinaires. Mais je pense que très tôt, il faut apprendre aux enfants déjà à comprendre l'argent, démystifier, comprendre l'épargne. Et c'est ça la différence avec les pays développés.
c'est tout naturel dans les pays développés d'avoir un compte en banque, d'avoir sa carte bleue, de faire un certain nombre de choses. Et chez nous, l'informel reste tel quel, pas forcément parce que les gens aussi veulent rester dans l'informel, mais ils n'ont pas été éduqués. Donc ce travail-là, c'est un travail à la fois d'éducation financière et c'est un travail de changement de paradigme bancaire pour aller vers des solutions simples, accessibles, faciles, à moindre coût, avec des rémunérations intéressantes et qui se basent aujourd'hui sur la fintech. C'est pour ça que AFG Bank se positionne comme un partenaire, une banque vraiment vers le digital. Je ne suis pas étonné des partenariats avec la Fondation parce qu'on est résolument tourné vers cela et c'est l'avenir. Donc, quand nous aurons réussi à comprendre les fonctionnements, à allier le digital à nos solutions bancaires, nous allons parvenir à capter cette épargne informelle, à proposer des solutions qui leur correspondent et à partir de là, je pense que la solution sera définitivement trouvée. Merci. Merci, Monsieur Ben. Ma question va s'adresser à Monsieur Diagana de Motani. Comment la coopération régionale ou les échanges entre institutions financières peuvent-ils renforcer l'épargne en Afrique de manière durable? Excusez-moi, vous pouvez reprendre la question? Il y a des coupures, je n'ai pas bien entendu. D'accord, je disais, comment la coopération régionale ou les échanges entre institutions financières peuvent-ils renforcer l'épargne en Afrique de manière durable? Oui, donc je reviens un peu à ce que disaient mes prédécesseurs. Donc, nous nous focalisons beaucoup sur la finance qui est adressée en fait aux riches, alors que l'écrasante majorité de nos populations ont des revenus très faibles. Donc, ce qu'on peut faire dans le cadre de cette coopération-là, c'est de voir déjà au niveau de chaque pays, mieux adapter les produits au contexte de chaque région ou de chaque pays. Tout à l'heure, notre camarade du Mali nous parlait un peu du système de tontine. Donc, les tontines, on ne peut pas les enlever. C'est-à-dire que c'est un système par lequel beaucoup de projets ont vu jour. C'est un système par lequel actuellement les femmes, les enfants, même les jeunes, même les adultes arrivent à financer énormément d'activités, qu'elles soient commerciales ou juste une activité de consommation. Donc là, toujours notre ami du Mali parlait de l'interopérabilité. L'interopérabilité, elle est déjà mise en œuvre ici en Mauritanie. Donc toutes les plateformes, parce qu'on a une dizaine ou un peu plus de 10 plateformes numériques qui sont là. Donc l'interopérabilité est déjà fonctionnelle. Actuellement, même les tontines se font à travers ces apps-là. Donc là, ça ne pose pas de problème à ce niveau. Donc l'autre point que j'aimerais ajouter, c'est qu'au niveau des entreprises aussi, concernant les employés, les employeurs doivent essayer de développer un certain nombre de pratiques, n'est-ce pas, qui vont amener les gens à épargner. Parce que ici en Afrique, il ne faut pas oublier que la retraite, elle est très très douloureuse. Donc quelqu'un disait tout à l'heure que la retraite se prépare au premier jour le premier jour on prend l'emploi. Donc nous ici au niveau de la Banque centrale de Mauritanie, un peu dans certaines grandes entreprises, donc on a commencé à lancer ce qu'on appelle la retraite complémentaire. Donc la retraite complémentaire, c'est un capital qui va être constitué par l'employé durant toute sa carrière et un capital qui pourra l'aider au jour de sa retraite de s'investir ou de se convertir vers une autre activité. Donc là, en gros, ce sont des pratiques qu'on doit essayer de développer dans nos différents pays pour permettre aussi d'améliorer le métier. Merci. Merci, M. Diagana. Je pose la question à M. Tobé du Bénin et la question est la suivante. Comment combiner l'épargne formelle et informelle pour maximiser la sécurisation, la sécurité financière? Monsieur Tobé, est-ce que vous m'entendez? Madame Kofi, je vous reçois. Alors, l'épargne formelle et l'épargne informelle relèvent d'un défi pour nous tous, acteurs privés et publics, même pour l'administration. Comment le
faire, c'est déjà la sensibilisation, l'aide financière et l'amélioration de la crise de confiance, enfin, l'amélioration plutôt de l'approche de solutions pour réduire la crise de confiance qu'il y a entre les ménages et les institutions, les établissements financiers, entre les ménages et l'administration aussi. L'épargne formelle, nous connaissons déjà les cas, elle n'est pas suffisante. Nous avons les banques, nous avons les compagnies d'assurance, nous avons les SFD, nous avons tout ce qui est fintech. Sauf qu'aujourd'hui, notre mobilisation via ce canal présente une infime partie de la réelle de mobilisation de façon. Il y a lieu de voir par rapport, par exemple, aux tontines qui sont instaurées en milieu rural pour la plupart du temps. Comme le disait Ben, à mon avis, on ne va pas chercher à réduire ou à surseoir à ces moyens traditionnels et historiques parce que nous avons une culture. Même à l'Occident aujourd'hui, on parle des financements participatifs. Et ce n'est rien d'autre que ce type de modèle de financement que vous avez dans nos contrées à travers les associations qui se mettent ensemble pour épargner. Moi je propose, que je vois comme approche de solution, c'est déjà d'aller vers ces populations, ces ménages, ces associations, pour assurer davantage de l'intérêt qu'ils ont à mobiliser leurs épargnes dans le circuit formel. Aujourd'hui, quand on regarde les objections évoquées par ces personnes, à part la crise de confiance dont j'ai parlé, c'est l'accessibilité. Et Dieu merci, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une émergence des smartphones, de la digitalisation de façon générale, et donc les populations, même en milieu rural, aujourd'hui, ont la capacité de pouvoir disposer des fonds autrefois utilisés dans le circuit formel, autrefois utilisés dans le circuit informel. Et ça, c'est seulement les opérateurs GSM, nous pourrions vraiment, à travers des partenariats stratégiques, permettre à tous ceux qui continuent encore de faire ces flux financiers dans le circuit informel, de les drainer vers le circuit formel. Donc, première chose, renforcer les initiatives à travers les fintech, les telcos, et puis deuxième chose, sensibiliser pour réduire la crise de confiance qu'il y a entre les ménages et les institutions, d'une part, entre les ménages et l'administration, d'autre part. Merci. Merci. Merci à nos panélistes qui sont en train d'exercer vraiment la lanterne de tout un chacun d'entre nous sur la culture financière. Et là, la question va être posée sur une question générale pour tous nos panélistes. Voilà. Cette là, c'est comment l'épargne peut devenir un levier de développement régional en Afrique. Donc là, pour tous nos panélistes, chacun va donner sa réponse. Comment l'épargne peut-elle devenir un levier de développement économique régional en Afrique? Je donne la parole à Madame Djiribo, qui est la seule femme parmi ces panélistes-là, pour commencer. Ok. Je pense que pour moi, en fait, ce serait réellement... La question, c'était comment? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Comment l'épargne peut-elle devenir un levier de développement économique régional en Afrique? Ok. D'accord. Okay. Pour réussir à faire en sorte que ce soit il faudrait réussir à collecter un peu plus d'épargne, on va dire de façon générale. Et collecter un peu plus d'épargne, on l'a déjà dit ici, les autres panélistes ont eu à le dire et moi-même également. Il faudrait réussir à trouver le moyen de pouvoir pousser, on va dire, les consommateurs à économiser dans des secteurs, dans des canaux qui sont, nous pouvons en fait suivre en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'épargne qui est dite informelle. Tout ce qui est tontine et autres qu'on n'arrive pas à canaliser, qu'on n'arrive pas à voir en fait. Donc, il faut pouvoir l'intégrer dans un circuit
on va dire, en utilisant par exemple les fintech et autres. Par exemple, Smartfin, aujourd'hui, on a sur notre fonctionnalité, sur notre application, une fonctionnalité qui s'appelle Paynet Plus, qui permet là de pouvoir collecter de l'argent en groupe. Donc, c'est utile, par exemple, pour aujourd'hui, vu que nous sommes en Côte d'Ivoire, utile, par exemple, les Ivoiriens qui veulent cette tontine. Avec les partenaires financiers, on a plus ou moins à suivre, on va dire, toutes les personnes qui essaient de lancer des tontines. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus d'entreprises, ou de fintech surtout, qui puissent permettre, en fait, on va dire, aux personnes qui sont dans les secteurs informels d'économiser pour que le système, on va dire, de façon générale, puisse l'utiliser pour pouvoir faire les investissements et tout. J'espère que je me suis fait comprendre. Merci. Merci, Madame Je Djirebo. vous en prie. Je donne la parole à Monsieur Koulibaly du Burkina. D'accord, merci bien. Alors, je sais pas, est-ce que je peux revenir sur un commentaire, ce qui a été dit, ou je peux lever ça à la fin? C'est lequel des commentaires? Alors, juste, sur le niveau de l'épargne, quand je disais que pratiquement, je dis bien pratiquement tout le monde épargne, je vais donner un exemple. Tous les fonctionnaires du Burkina Faso épargnent. Je prends un exemple très simple. Tous les fonctionnaires épargnent. Volontairement ou involontairement, tous les fonctionnaires épargnent. Cependant, je pourrais que par mois, il n'ait pas la capacité d'épargner parce que les dépenses dépassent les revenus. Mais cela ne fait pas d'eux des gens qui n'épargnent pas. Tous les salariés qui sont déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale, donc le système de sécurité du privé, épargnent également à 100%. Ça, c'est deux exemples. Troisième exemple, quand je parle d'épargne tout à l'heure, il ne s'agit pas d'épargner forcément tous les mois. Sur 12 mois, il suffit qu'en janvier seulement je puisse épargner, qu'on puisse dire que M. Koulibaly a épargné. De la définition que nous avons donnée, il n'a pas été dit qu'il faut épargner chaque mois, chaque mois, chaque mois. Moi, je me rappelle en ce temps, quand j'étais à l'école, j'avais un client qui a 3 prêts. Chaque mois, il était à découvert, ceux qui ne se connaissent pas, on pourra en définir. Donc, chaque mois, il vient de donner une avance sur son salaire. Je me pose la question, comment quelqu'un peut avoir 3 millions et venir chaque mois demander un découvert? Mais ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a des terrains à Ouadou ici. C'est quelqu'un qui avait un DAT de 7-8 millions de francs CFA dans la même banque. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'il n'épargne pas chaque mois que nous pouvons dire qu'il n'épargne pas. De la même manière, quand nous prenons le commerçant, même maman, qui ne réserve pas forcément de l'argent tous les mois, mais au fond, elles ont de la trésorerie, quel que soit le montant, qui est accessible. C'est pourquoi j'ai dit, tout le monde épargne. La question, c'est pour quelle durée d'épargne, pour quel montant de l'épargne. C'est là le débat. Sinon, chacun à son niveau du magnum d'épargne, peut-être pour une petite durée, ou en tout cas pas chaque fois. C'est la précision que je voulais apporter pour que nous comprenions ce sujet. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à la question qui a été posée pour qu'on soit dans le temps, s'il vous plaît? Oui, ce que ça veut dire, pour répondre à la question, la puissance de l'épargne, je vais vous citer 6 situations. La première chose, quand une personne arrive à épargner, il y a tout de suite une liberté mentale qui est là. Quand tu sors de chez toi, tu sais, si madame t'appelle pour une ordre de 15 000 francs, tu peux faire face. Il y a d'abord la stabilité qui permet à la personne de se concentrer dans son activité principale. Vous imaginez un manager, un responsable d'équipe qui est là et qui va au boulot le matin en sachant qu'il vient. Il suffit qu'un problème de 20 000 francs, il est incapable de gérer. Il ne peut pas bien travailler. Il a un pied au bureau et un pied quelque part dans la rue. Ici, souvent, il y a des gens arriver au feu, le feu est vert, mais monsieur s'arrête. Klaxonner pour qu'il parle. Ouais, déjà, parce qu'il n'y a pas de mal quelque part. Deuxième chose, quand vous allez épargner, ça vous permet de faire une petite activité. Les tontines, c'est une forme d'épargne. Ça permet à nos mamans, 3 mois, 6 mois après, de mobiliser une certaine capital pour faire une activité qui vend de la tomate. C'est qu'un de revenus pour elle-même, c'est qu'un de revenus pour la famille. Et naturellement, il y a un peu d'économie pour l'économie de façon générale. Troisième chose, quand les personnes arrivent à épargner, ça leur permet de participer à ce qu'on appelle la mobilisation des ressources endogènes. Ça veut dire, quand l'État de Burkina Faso, par exemple, lance un appel public à l'épargne, celui qui a une petite capacité d'épargne peut aller acheter des bons de trésor ou des obligations. Ça permet à l'État de passer d'une mobilisation annuelle près de 100 milliards à 150 milliards, parce que les gens arrivent à épargner et ça permet à l'État d'avoir un vivier des investissements structurants. C'est quelque chose également, c'est un avantage
particulier arrive à Monsieur, épargner. Monsieur Koulibaly, j'espère que ça sera une proposition parce qu'on a encore 3 panélistes qui doivent donner leur réponse concernant Bon, cette question. je laisse côté. Et Je laisse. voilà. Le temps n'est pas... Le dernier élément, ça leur permet aussi, quand je parle, j'arrive à créer mon entreprise demain. Mais si je ne parle pas, je ne peux rien créer. Start-up. Mais sans un petit apport personnel, tu ne peux pas démarrer un petit business. Donc, en considérant ces 5-6 facteurs, c'est un levier extraordinaire pour booster l'économie dans un pays donné. Merci. Merci, Monsieur Koulibaly. Et là, je donne la parole à Monsieur Ben, qui va nous donner sa définition. Merci, Nadège. Est-ce que tu peux me repréciser la question? Je pense qu'on parlait d'épargne comme levier de développement, c'est ça? D'accord. La question est la suivante. Comment l'épargne peut-elle devenir un levier de développement économique régional en Afrique? Très bien. Donc, comme un levier de développement économique et régional. Très bien. C'est important de le noter. Comment est-ce qu'elle peut le devenir? Déjà, dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut tirer cette épargne informelle vers le formel? Parce que c'est en arrivant donc à trouver toutes les solutions dont on a parlé depuis plus d'une heure de temps, en arrivant à transformer cette épargne qui est thésaurisée, qui est gardée, qui est sous terre dans les marchés de Bamako, des fois dans des coffres ou dans des tontines gardées dans tous ces éléments-là de tontine. Et je remercie mon ami du Burkina qui a bien reprécisé les choses. Tout ce petit argent que je n'ai épargné, ne serait-ce que 10 minutes, que j'ai mis sous mon placard, tous ces éléments, quand on arrivera à les sortir de l'informel pour l'emmener vers le formel, c'est déjà un outil, vous ne pouvez pas imaginer, hyper important d'indépendance financière. Pourquoi? Parce que ça devrait permettre à nous, Africains, de financer nos propres économies. Beaucoup trop souvent, on part vers les bailleurs de fonds. Le Mali en a fait l'expérience. Lorsqu'on a été sous embargo, avec les difficultés qu'on a connues il y a quelques années de cela, on a stoppé les financements des principaux bailleurs de fonds. Le Mali est resté pendant plusieurs mois à financer son économie avec des ressources internes. Et là, on s'est rendu compte qu'on était résilient parce qu'on avait une capacité de mobilisation qui était faire soin dans ce moment précis. Pour parler d'une expérience assez récente, le Mali est parti sur le marché régional pour lever des financements d'environ 30 milliards, je pense que c'était le 11 juin passé, et a réussi à mobiliser ce montant-là. Près de 70%, si je me rappelle bien des chiffres de la mobilisation, ont été faits par des investisseurs maliens. Donc 70% de ce montant qu'on est allé chercher sur le marché régional a été souscrit par des investisseurs maliens. Donc 30 milliards, comme je disais, 70,57%. Et les 2 milliards restants viennent de Guinée-Bissau, du Burkina Faso pour 1,4 milliard, du Sénégal pour 1 milliard et de la Côte d'Ivoire. Donc, imaginez un peu que nous puissions tous arriver à collecter toute cette épargne informelle de nos pays à la rendre formelle et à pouvoir permettre à ces investisseurs de participer à ce type de levée de fonds, qui permettent de développer nos pays. Ce sera un élément essentiel du développement de l'Afrique, qu'on atteigne aussi une certaine souveraineté économique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes trop souvent liés à ce que les bailleurs de fonds internationaux nous demandent de faire. On a vu la situation des ajustements structurels dans le temps avec la Banque mondiale et le FMI, quand on nous dit de diminuer les salaires ici, de réduire les dépenses là, et ainsi de suite. Si on arrive à collecter nous-mêmes au niveau de l'Afrique et au niveau sous-régional, ces pays-là qui sont encore plus développés, on va dire comme la Côte d'Ivoire qui est en train d'être le moteur, vont avoir ces excédents-là, ces montants d'épargne que ces investisseurs pourront prêter pour investissement au Mali, des développements de voiries, de ponts et ainsi de suite, dans les pays qui ont des capacités moindres. Donc, ce sont des ressources additionnelles en pays qu'on pense pour permettre à cette réelle intégration et indépendance financière vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux et de l'Occident. Voilà. Merci, Monsieur Ben. Je donne la parole à Monsieur Assoba du Bénin. Oui, merci beaucoup, madame. Bien, pour que
l'épargne puisse jouer son rôle de levier de développement économique en Afrique, nous pouvons juste tabler sur 7 points essentiels. 7 points essentiels. Pour aller plus vite, on peut parler du financement des investissements productifs. Il faudrait que cette épargne puisse servir à financer les investissements productifs pour qu'elle soit un levier pour le développement en Afrique. En deux, parler du développement des infrastructures. Pour développer ces infrastructures. En trois, l'accès aux services financiers de capital pour que les épargnants aient un accès facile aux services financiers. Il faut également la réduction de la pauvreté, parce qu'on ne dira jamais assez. Il faut en gagner beaucoup pour pouvoir épargner. Si vous êtes au niveau du seuil de la pauvreté, vous ne pouvez pas épargner. En 5, nous pouvons parler de la promotion de l'entrepreneuriat. Tous ces paramètres peuvent nous permettre de relever ne serait-ce que le défi. Il y a le financement des projets de développement. Vous épargnez, il faudrait que les projets que cette épargne peut financer soient des projets de développement. Et pour finir, la stabilité. Si de go, vous êtes peut-être à 200 000, vous ne pouvez pas épargner 55 000 et subitement, votre revenu chute à 100 000 pour plus être constant dans l'épargne. Donc, il faut surtout que nous privilégions la stabilité financière. Tout ceci permettra aux épargnes d'être un levier pour le développement en Afrique. Merci. Merci, Monsieur Assobaou. Je pense bien qu'il y a une dernière personne qui n'est pas encore intervenue. Nadège, c'est bien moi. Moi aussi, je pas. Oui. Une deuxième fois. Non. Oui. Monsieur Togui, vous avez la parole. On se cache des fois. Monsieur Togui. Alors, je fais bien tout ce que les collègues ont, les amis panélistes ont évoqué comme approche de solution pour faire de l'épargne un levier de développement. Déjà, Monsieur vous me recevez. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Parce que c'est ça aussi qui fait que je vous oublie. Mais je suis connecté. Oui, mais je veux voir. Je suis connecté. Ah oui? Oui. Mais si ce n'est pas possible, il n'y a pas de problème. Écoutez, non. Déjà, je vous réponds. Alors, en faire de l'épargne un levier de développement dans nos pays aujourd'hui, on vient simplement à permettre à nos études de s'autofinancer, parce que nous, il y a un déficit budgétaire et la plupart du temps, nous faisons recours à des financements étrangers pour pouvoir investir dans notre pays. Alors, pour ma part, et pour compléter ce que les collègues, les amis panélistes ont déjà dit, je pense qu'il faut également revoir le dispositif dans nos pays respectifs, avec notamment la mise en place des caisses de dépôt et de consignation. Je ne sais pas si c'est dans tous les pays aujourd'hui cette caisse est mise en place, mais au Bénin, je puis vous dire que cela a réduit de façon drastique le recours de notre gouvernement à des étrangers dans l'action de l'investissement. Alors, quoi qu'on dise, aussi bien au niveau institutionnel, au niveau des ménages des individus, ce n'est pas forcément ceux qui sont en milieu rural. Pour des sachants comme nous, c'est davantage rassurant. Et à travers cette caisse de dépôt et de consignation qui est instaurée aujourd'hui, et ça permet à l'État de pouvoir mobiliser de l'épargne domestique pour le financement des investissements. L'autre chose aussi, c'est ce que nous avons débattu en long et large depuis le début de ce webinaire, c'est le renforcement de notre capacité de mobilisation d'épargne, bien évidemment, à travers la combinaison de la digitalisation, de l'innovation financière, de la création aussi de produits et des offres adaptés à nos frères et sœurs en milieu rural. Parce que
nous, institutionnels, je veux parler de banques, de compagnies d'assurance, des CFD, peut-être dans une moindre mesure des SFD, nous sommes beaucoup plus concentrés en milieu urbain. Et donc, le maillage généralement de nos territoires ne facilite pas, n'est-ce pas, l'intégration de nos frères et sœurs en milieu rural et qui ont une grande capacité de mobilisation de l'épargne. Donc, à travers ce renforcement via la combinaison de la digitalisation, de l'innovation financière, de l'éducation financière, je pense que globalement, pour nos nations, nous pourrions vaillamment profiter de l'épargne nationale et en faire un levier pour nos économies respectives. Voilà ce que je puis dire pour compléter les développements faits par les uns et les autres. Merci. Merci. Merci, M. Touré. Je crois que je n'ai pas un point de vue. Monsieur Diagana. Oui. Oui. C'est pour revenir un peu. J'espère que notre ami du Burkina n'est pas en train de dire que nos petites épargnes sont consommées par les femmes. comme il dit chez Porosada Nere. Donc, moi, c'est pour. Je crois que la tendance actuelle, on est en train de réclamer la souveraineté de nos États. Donc, pour arriver à cette souveraineté-là, je crois qu'il faut vraiment essayer de faire de l'épargne un levier extrêmement important, un levier important. Notre ami Diamadi l'a dit, par exemple, là, aujourd'hui, pour dépendre moins du financement étranger, donc l'épargne est vraiment une mission. Donc, c'est aussi simple, parce que les institutions internationales ou les pays en fait, qui nous prêtent de l'argent, dans la plupart des cas, eux qui nous imposent en fait leur modèle économique. Alors que leur modèle économique ne prend pas en compte forcément nos réalités internes. Donc, nous allons emprunter de l'argent et nous allons, durant une longue période, essayer de travailler pour eux. On va payer les intérêts pour une longue période. Ensuite, on va aussi payer, à la fin de compte, on va payer aussi le capital. Donc, ce qui fait que nous allons mobiliser des ressources qui ne viennent pas de nous et les produits générés sont versés aussi à ces gens-là qui ne sont pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de mobiliser en fait il va investir dans ça qui va produire, qui va augmenter en fait la consommation. Donc, qui va nous amener vers un cercle vertueux qui va nous assurer un minimum en fait de développement. Merci. Merci, Monsieur Diagana, pour votre réponse. J'ai une question pour Madame Djirebo de la Côte d'Ivoire. Madame Djirebo, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. La question est la suivante. Comment voyez-vous le rôle de la FinTech dans la démocratisation de l'épargne formelle? Ça peut être soit au niveau de la Côte d'Ivoire, mais de façon générale en Afrique. Ok. Je pense que de façon aujourd'hui qui s'installe en objectif de pouvoir conquérir, on va dire, dans un premier en Afrique francophone. Et de façon générale, en fait, en tant que FinTech, on essaie surtout de se dire qu'on va s'appuyer sur les produits bancaires, surtout qu'au départ, on n'a pas souvent les agréments et autres. Donc, on commence avec les agréments, on commence à mettre en place des partenariats avec les institutions financières en place pour réussir à capter l'argent, à capter par le public, on va dire, mais surtout le secteur informel en essayant de ne pas avoir le même discours que les banques, en fait. Tout à l'heure, j'avais parlé, par exemple, de méfiance envers le secteur bancaire. Aujourd'hui, moi, je me retrouve, par exemple, à faire sur les 3 ans, j'ai formé, je vais dire, plus de 2000 consommateurs, que ce soit en formation individuelle ou formation de groupe. Et le souci qui revient très souvent, c'est le fait qu'il y a un manque de compréhension des différents produits bancaires. Le fait qu'il y ait aussi une indisponibilité des différents conseillers bancaires. Et tout ça, c'est tout ceci en fait qui fait en sorte que les consommateurs, certains consommateurs, pensent en fait qu'il y a souvent des arnaques sur certains produits ou autres en fait. En temps, il n'y a pas d'arnaque, c'est juste qu'ils ne sont pas suffisamment éduqués. Ils n'ont pas suffisamment d'informations sur les différents produits bancaires
ou les différents produits financiers tout simplement qu'ils ont en fait. Donc, en tant que FinTech, on essaie tout simplement de faire, comme je disais tout à l'heure aussi, on essaie tout simplement de faire en sorte que le langage qu'on va utiliser soit pas identique au langage utilisé par les banques. Il faut qu'ils comprennent sur ce plan-là à quoi servent les différents produits sur lesquels ils partent en fait. Il faut qu'ils puissent avoir une accessibilité en termes de, on va dire, de personnes à qui ils peuvent parler quand ils ont un problème. Donc, les fintechs évoluent. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, les fintechs en Afrique francophone principalement montent, on va dire, en termes de visibilité, parce que on va réussir en fait là à pouvoir résoudre un problème que les banques ne pourront pas forcément résoudre à court terme. Donc, je radote un peu, mais je tiens vraiment à pouvoir insister sur ce plan-là. Je pense que les autres panélistes qui sont présents aujourd'hui ont les mêmes informations que moi. Donc, nous, principalement en Côte d'Ivoire ici, avec ce qu'on réussit à faire, on pousse beaucoup plus de personnes à pouvoir économiser. Il ne s'agit pas de se dire que tout le monde peut économiser. Non, on a déjà constaté. Si tout le monde pouvait économiser, on serait dans une situation où il n'y aurait pas de précarité financière. Il n'y aurait pas de famine. Le seul fait de pouvoir faire face aux charges du quotidien, c'est bien. Mais il faut qu'on réussisse à dire, c'est déjà bien. Essayer de pouvoir économiser pour essayer de pouvoir pour différents projets dans le futur. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, la majorité des fintechs, c'est ça, créent des produits du type, par exemple, coffre, e-caisse et autres, pour pouvoir aider, on va dire, les consommateurs à pouvoir économiser de différentes manières, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ça marche très bien. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Madame Djiribo. Je pense bien que nous sommes à quelques minutes de la fin de notre webinaire, mais ça sera la dernière question pour tous nos différents panélistes. Leur mot de fin par rapport à ce thème que nous avons eu à débattre pendant plus d'1h30. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces mentions, de tous ces échanges, de toutes ces expériences de ces différents pays, le Mali, le Burkina, le Bénin, le Burkina. Donc, à chaque de vous, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce thème, l'épargne en Afrique? Je donne la parole à M. Ben du Mali qui va commencer et puis les autres pays vont suivre. Merci. Pas facile là. Merci. Tout d'abord, commencer par vous remercier pour l'initiative, pour l'opportunité aussi qui m'est offerte de pouvoir m'exprimer au nom de tous mes compatriotes et au nom de toute la sous-région, parler de ce sujet aussi important. Vous remercier les panélistes que je découvre dans des confrères et qui nous ont vraiment permis d'avoir une visibilité, que ce soit au niveau FinTech, que ce soit au niveau du Burkina, réalité des fonctionnaires, au niveau du Bénin et ainsi de suite. Vraiment, j'ai appris beaucoup. Donc, commencez déjà par tous vous remercier pour tous ces éléments-là qui vont nous servir pour la suite. Le mot de fin, pour moi, c'est à la fois un cri du cœur, un cri de ralliement. On a parlé d'un mot qui nous tient à cœur, nous, au niveau local, c'est la souveraineté. Donc, souveraineté, pas souveraineté pour être souverain juste par les mots, mais souveraineté économique, souveraineté pour une Afrique qui est capable de s'assumer, de prendre en charge son développement, de lever des fonds grâce à ses frères africains et de financer des projets structurants pour son avenir grâce à des Africains, avec des Africains. Ce n'est vraiment pas comment dire, le fait de se c'est le fait dont la Chine l'a fait auparavant et comme les pays l'ont fait à partir des moyens de bord et à partir d'une expertise locale. Donc, j'ose espérer que l'une des questions sur le fait de l'épargne sous-régionale, qu'on arrive à cela, c'est-à-dire qu'on efface tout ce qui est barrière pour permettre aujourd'hui à toutes nos populations en capacité d'épargner, d'aller vers une épargne formelle qui leur rapporte, qui soit accessible. Et que cette épargne ne serve pas uniquement qu'à nos pays, mais que cette épargne serve au développement inclusif de toute la sous-région africaine. On a des pays qui sont bien plus développés, qui ont une population beaucoup plus établie. Le Mali, c'est 23 millions. Le Nigeria, c'est 300 et quelques millions. Une population beaucoup plus bancarisée, donc des moyens de lever de fonds encore plus importants
pourquoi pas voir des projets structurants maliens financés par de l'Algérie, du Soudan et ainsi de suite. Donc, c'est mon mot de fin, c'est un cri de cœur. J'espère que ceux qui ont suivi ont appris des choses et que tous ces éléments dont on a parlé vont être mis en application, ou en tout cas que les dynamiques politiques et de tout ce qui est régulateur vont aller dans le sens de formaliser cette épargne, créer des canaux, des partenariats, de l'inclusion, de l'interopérabilité pour nous permettre d'arriver à une Afrique qui finance ses propres activités. Merci. Merci. Merci, Monsieur Ben. Je donne la parole à Monsieur Togbé. J'ai de la chance. On va l'oublier. J'ai de la chance. Merci Nadège. À la suite de Ben, je voudrais rejoindre vous et votre équipe pour cette occasion que vous nous offrez de pouvoir parler de la problématique des l'épargne en Afrique. Je voudrais remercier également tous les participants, les amis panélistes et les invités. Je vais espérer que tout ce que nous avons débattu dans cette session aura contribué quand même à faire évoluer nos difficultés sur la mobilisation de l'épargne de façon générale. Comme mot de fin, moi je retiens à travers tout ce que nous avons dit courant ce webinaire que l'Afrique et plus particulièrement nos pays respectifs regorgent encore d'un potentiel énorme en matière de mobilisation de l'épargne. Et je veux espérer simplement que cette épargne considérable, sous-exploitée aujourd'hui, pourront trouver le moyen d'accompagner les initiatives isolées, aussi bien du privé que du public, de sorte à ce que nous puissions trouver la solution pour une bonne mobilisation désormais. Ben a parlé de la souveraineté. Pourquoi est-ce que désormais nos gouvernants n'accompagneraient pas plutôt les initiatives privées en mettant beaucoup plus en avant la difficulté pour toute nation de dépendre de l'extérieur pour ce qui concerne le financement de ces projets structurants. Donc, je pense que c'est peut-être une clé et, à mon sens, à mon humble avis, cela pourrait créer une vraie émulation au niveau des populations de façon générale sur la question de l'épargne. Merci. Merci. Merci, Monsieur Togbé. Je donne à Monsieur Diagana pour son mot de fin. Oui, je remercie tous mes amis panélistes et je remercie aussi toutes les personnes qui ont pu suivre ce webinaire. Donc, pour mon mot de fin, je dirais que si nous voulons nous développer, nous Africains, par nous-mêmes, donc nous devons multiplier les efforts et même instaurer une certaine dictature, entre guillemets, pour pousser les gens à épargner. Parce que l'épargne pourrait vraiment être le salut pour nous. Ça peut nous régler énormément de problèmes. Parce que, au vu de tout ce qui a été dit, donc nos États, s'ils veulent vraiment s'appuyer sur ces leviers, doivent développer en fait, des types de financement participatifs pour nos projets structurants. Donc, pour que cela puisse être mis en œuvre, donc il faut au préalable que les gens aussi arrivent à épargner. Je crois que les stratégies nationales d'inclusion financière qui existent en fait dans nos différents pays, les stratégies nationales d'éducation financière qui existent dans nos différents pays, donc doivent nous permettre à amener toutes les personnes, c'est-à-dire surtout ceux qui sont dans le milieu rural, donc à essayer d'apporter leur pierre à l'édifice en épargnant, en ayant la culture de l'investissement et en ayant la culture de participer à la construction de nos pays. Donc, je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Diagana. Je donne la parole à Monsieur Assobaou pour son mot de fin. Merci, Madame. Et au regard de ce partage d'expériences bien enrichi, je peux dire que l'épargne en Afrique présente des opportunités
aussi bien que des défis. Et il est important pour nous de promouvoir l'épargne et d'améliorer la sécurité financière des ménages au niveau de nos différents pays. Également, il est important de développer des services financiers formels, soit de renforcer la confiance des institutions financières et de promouvoir l'éducation financière. Ça a été un échange très enrichissant. Autant que nous quittons ce panel Ragayadi et je nous remercie et je félicite l'initiatrice de cet événement. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. Koulibaly du Burkina Faso. Ok, merci bien. Merci à tous participants et panélistes aussi de l'organisation. Moi, je voulais beaucoup aller sur 3 appels. Le premier appel, vous savez, chez nous, au cabinet, nous donnons beaucoup plus sur ce que nous appelons le vocabulaire transformationnel. Je pense que ce sera peut-être intéressant de commencer à sortir épargne formelle, épargne informelle. Bon, vous voyez, depuis longtemps, nous luttons contre le secteur informel, nous n'arrivons jamais. Oui? C'est aussi formel que faire la tontine, c'est formel. Laisser l'argent, je ne sais pas, auprès de qui, c'est le formel. Donc, je pense qu'en termes de concept déjà, ce serait bien de sortir, ça c'est formel, ça c'est informel, vous voyez, ça décomplexe les choses et ça met tout le monde à l'aise. Ça, c'est mon premier appel. Deuxième appel. Oui. Nabi, on va te laisser proposer de nouveaux noms. Oui, ce serait avec plaisir. Nous en avons tellement. Le deuxième appel, il faudrait que les banques sachent qu'elles ne sont pas en compétition avec les fintech ni les microfinances ou quoi que ce soit. Vous savez, c'est comme à Abidjan, vous avez le train, vous avez le bus, vous avez les trottoirs, vous avez les bois, vous avez les tricycles et vous avez les motos. Chacun a son box et a son territoire. Est-ce que vous pouvez demander à un bus d'aller à Yopougon, vers le marché de Yopougon, à Djamé? Non. Je pense que si les banques veulent aller faire ce que les fintech font, elles ne vont pas s'en sortir, ce n'est pas leur métier, la réglementation ne leur permet pas, c'est la souffrance, c'est sans rentabilité. L'idée, c'est de coopérer avec ces SFD, c'est coopérer avec ces fintech, c'est coopérer, etc., etc. Elles font simplement les jobs, l'argent va venir chez vous. Quand les gens font la tontine, l'argent s'occupe de cet argent-là. Qu'est-ce qu'on va faire ça? Qu'est-ce qu'on va mettre l'argent? C'est la banque. Les banques doivent savoir que leurs concurrents, ce n'est pas les autres banques. Leurs concurrents, c'est l'ignorance. Leurs concurrents, c'est l'esprit limité. Je m'arrête là. Dernier point, c'est quoi encore là? Monsieur Koulibaly, vous avez dit vous arrêtez. Oui, c'est fini. Vous pourrez travailler, pas pour que les gens épargnent. Nous devons travailler ce que nous faisons. Nous devons travailler pour que les gens aient des visions de vie et que les gens aient des objectifs de vie. Ils n'épargnent pas parce qu'ils n'ont pas un objectif de vie à long terme. Quand nous allons travailler pour que les gens aient des objectifs et une vision de vie, l'épargne devient naturelle et très facile. Merci. 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 Donc, la dernière intervention va revenir à notre dame, la seule femme de ce panel, Madame Djirebo de la Côte d'Ivoire, qui va conclure. Moi, je tenais déjà avant tout à remercier les autres panélistes et puis les différentes personnes qui ont pris le temps d'assister à cet échange. Je pense que nous gagnerons en fait de façon générale à travailler sur l'éducation financière. Si on améliore le taux d'éducation financière dans nos différents pays, ça poussera beaucoup plus de personnes à améliorer leur épargne et ça nous permettra à ce moment-là de pouvoir collecter beaucoup plus facilement au niveau du volume d'épargne qu'on est capable de pouvoir avoir en fait. Donc notre gouvernement gagnerait à pouvoir mettre en place des campagnes d'éducation financière. Les banques gagneraient à travailler aussi avec les fintech, on va dire, pour aussi réussir à mobiliser de l'argent d'une autre manière. C'est comme en fait qu'on va réussir à pouvoir améliorer en Afrique. Je vous remercie. Merci. Merci à tous nos panélistes. Merci à tous pour votre participation active à ce webinaire sur l'épargne en Afrique. Nous avons pu explorer ensemble pourquoi épargner est essentiel, découvrir les obstacles culturels et comportementaux et surtout identifier
des solutions concrètes grâce aux expériences de nos panélistes. L'épargne n'est pas seulement un geste individuel. Elle est un levier puissant pour renforcer la sécurité financière des familles, soutenir l'entrepreneuriat et contribuer au développement économique de nos pays. J'invite chacun de vous à partir d'aujourd'hui à réfléchir à votre propre stratégie d'épargne, à expérimenter les outils présentés et à partager cette culture financière autour de vous. Merci encore à nos 6 panélistes pour leur éclairage précieux, à vos participants pour votre engagement et vos questions pertinentes.